Bonjour à tous, merci de nous retrouver à l'heure comme tous les mardis. Vous savez maintenant, on vous donne rendez-vous tous les mardis midi côte est des États-Unis pour les webinaires de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les francophones aux États-Unis. Le sujet d'aujourd'hui, c'est optimiser votre patrimoine et votre fiscalité aux États-Unis pour cette fin d'année et puis préparer l'année prochaine. On a deux experts qui sont plutôt habitués des webinaires French Morning. Aujourd'hui, on a Alexandre Quentin, qui est partenaire chez USA France Financial, un cabinet qui accompagne plus de 750 familles franco-américaines dans leur stratégie d'investissement et de préparation à la retraite. Et on a Jean-Philippe Sora, qui est l'associé du cabinet franco-américain d'experts comptables Massa Consulting Group. Jean-Philippe est la référence fiscale du cabinet. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 150. Donc, pour ceux qui connaissent le principe, on fait une petite présentation et puis ensuite, on va prendre toutes les questions, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Zoom. Les gens qui sont sur Zoom, vous aurez la chance de pouvoir lever la main. On pourra vous entendre en audio. Votre caméra ne s'active pas, donc vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser en toute discrétion vos questions. Et puis, je ne lirai pas les noms de famille, donc on donnera juste les prénoms. Voilà, donc on va tout de suite démarrer. Alexandre va nous partager son écran et puis il va nous présenter la suite du programme. Et puis moi, je reviendrai pour poser vos questions. À tout à l'heure. Merci Romain, c'est un plaisir d'être présent avec vous aujourd'hui. En quelques mots, pour parler du USA France Financials, nous sommes une équipe de 15 Français, un Américain basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et nous permettons aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leurs pratiques financières. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement. Tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier, on est capable d'apporter une valeur ajoutée, et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Et je vais laisser la parole à Jean-Philippe pour présenter son cabinet. Bonjour à tous, Jean-Philippe Sora. Comme l'a dit Romain, nous sommes un cabinet d'expertise comptable chez Massad. Nous sommes un cabinet d'expertise comptable et de CPA spécialisé sur les relations franco-américaines. Donc, pour ma part, donc, je suis associé du groupe. Nous avons des implantations à New York, Miami, Mexico, Montréal, Toulouse en France et bientôt Houston aux États-Unis. Pour ma part, j'accompagne majoritairement les particuliers. Donc, vous êtes française ou français installés aux États-Unis avec du patrimoine en France, des revenus de source française, des revenus de source américaine. Comment est-ce que ça se passe? Comment vous allez être traité? Eh bien, nous sommes là pour vous aider et pour vous accompagner. Très bien, merci Jean-Philippe. Et en effet, nous allons répondre notamment à pas mal de questions aujourd'hui. N'hésitez pas à les poser et on va mettre un certain nombre de thèmes sur la table. Donc, vous voyez ici les 10 avenants que nous allons pouvoir aborder aujourd'hui. Donc, premièrement, la planification financière 101. Deuxièmement, la gestion des risques primaires. Troisièmement, la stratégie patrimoniale classique, l'identifier, de savoir exactement comment on est un petit peu ce qu'on appelle wired. La planification fiscale, les stratégies patrimoniales à connaître aux États-Unis, la fiscalité des contrats d'assurance vie français, et la fiscalité donc, des investissements immobiliers à la fois en France et aux États-Unis, la succession en quelques mots, et puis la gestion proactive de votre patrimoine. Nous avons des solutions étant résident fiscal américain aujourd'hui, peu importe où nous serons à l'avenir. Évidemment, on laissera le temps à vos questions. Donc, si vous le souhaitez, lançons-nous dans le vif du sujet. Commençons par la planification dite 101. Il y a 3 manières de regarder les choses, en tout cas 3 manières, 3 étapes à avoir. La première étape, c'est toujours la protection. La protection à la fois de la famille et du patrimoine. On va voir qu'il y a 12 manières de se protéger ici aux États-Unis. Le fait qu'on ne soit pas protégé de manière optimale sur ces points-là fait que nous avons la possibilité de perdre potentiellement les dollars qu'on aura mis de côté dans notre patrimoine si nous ne sommes pas protégés de manière optimale, notamment aux États-Unis. Nous sommes dans une situation, dans un pays extrêmement litigieux et il s'agit juste de protéger contre un certain nombre de problématiques. On va voir ça ensemble. Deuxièmement, c'est d'avoir une stratégie dite holistique, globale, d'avoir une vraie vision financière, de savoir exactement où aller, peu importe où on sera à l'avenir. Et pour cela, une compréhension des implications financières, fiscales et légales internationales est indispensable. Et enfin, c'est ce qu'on appellerait la maximisation du rendement, la minimisation du risque au sein de la stratégie.
Quelques mots peut-être, Jean-Philippe, sur la problématique, l'avantage de pouvoir potentiellement lancer son entreprise ici aux États-Unis. Effectivement, les États-Unis, on le sait tous, sont quand même un pays qui est assez capitaliste, donc l'entrepreneuriat qui est facilité, qui comporte aussi son lot de risques, mais les risques peuvent être limités par la structuration des activités que nous allons avoir, par la structuration des investissements. Et donc, on va pouvoir limiter les risques, mais aussi augmenter les leviers fiscaux. Donc, voilà. Très bien, merci Jean-Philippe. Point numéro 2 pour aujourd'hui, c'est vraiment la gestion des risques. Et c'est vraiment la première chose que l'on aborde quand on fait de la planification financière. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a 12 manières de se protéger et elles sont vraiment dans 3 catégories. La catégorie en cas de procès, la catégorie un pépin de santé et dernièrement, c'est en cas de décès. Donc, on va regarder un petit peu les manières dans lesquelles on peut se protéger. Premièrement, donc, c'est l'assurance auto, l'assurance maison ou locataire, si on n'est pas propriétaire du bien, et également ce qu'on appelle l'umbrella policy. Donc, l'umbrella policy, c'est la responsabilité civile. C'est le fait de pouvoir simplement se couvrir en cas de procès au-delà des limites qu'on aurait sur l'assurance auto et sur l'assurance maison. C'est absolument fondamental parce qu'il faut savoir que quasiment de manière automatique en France, on a une responsabilité civile, 15 millions d'euros, on a une complémentaire santé, on l'a. Pas aux États-Unis, ce n'est pas obligatoire, ce n'est même pas, la plupart des assureurs auto-maison n'en parlent pas. Mais attention, si on a un procès, par exemple, si on renverse quelqu'un qui a 30 ans et qui gagne 100 000 $, cette personne pouvant potentiellement gagner 30 fois 100 000 $ pour le reste de sa vie, donc 3 millions de dollars, on pourrait être attaqué pour un montant bien au-delà de nos couvertures de base auto-maison qui sont généralement pour la voiture de 250 000 $ par personne, 500 000 $ par accident. Donc, l'umbrella policy est très importante à détenir et il faut faire simplement appel à son assureur auto-maison. Vous êtes chez Allstate, State Farm, Geico, peu importe. Demandez votre umbrella policy pour généralement un montant supérieur ou égal au minimum de votre patrimoine. Le point numéro 2, la deuxième catégorie, c'est l'aspect santé. Donc, tout ce qui est disability insurance, medical insurance et long-term care insurance. L'assurance santé, c'est quasi obligatoire ici aux États-Unis. Ça peut coûter cher. C'est pour ça que généralement, quand on travaille chez un employeur, on a une certaine subsidiary du coût de la santé. C'est vrai que les primes de santé sont très élevées ici aux États-Unis, mais le coût est absolument pharaonique d'aller à l'hôpital. Malheureusement, un de mes enfants a eu 2-3 pépins de santé cette année et a dû aller à l'hôpital. C'est du 25 000 $ la journée. Il faut le comprendre. Et heureusement qu'on a des assurances santé pour payer ce type de problématiques. Donc, l'assurance santé, évidemment, essayez de vous organiser. Au pire du pire, si vous êtes entrepreneur, vous commencez, il y a ce qu'on appelle le marketplace ici aux États-Unis pour pouvoir vous aider. Et sinon, nous avons des contacts qui font l'assurance santé ici aux États-Unis. N'hésitez pas si c'est quelque chose que vous souhaitez regarder, mais c'est absolument fondamental. L'assurance invalidité, c'est très important également parce que très probablement, votre plus gros actif, c'est votre capacité de vous lever le matin et d'aller travailler et de générer un revenu. Si cela devait s'arrêter, je touche du bois, mais si cela devait s'arrêter pendant une longue période de temps, un cancer, une maladie ou quoi que ce soit, qu'il puisse avoir des rentrées d'argent qui continuent à avoir, que vous restiez ou que vous repartiez en France. Attention, il faut regarder ce type de contrat-là. Il y a certains contrats qui s'arrêtent en cas de retour en France, d'autres qui continueraient pour garder le style de vie de la famille et d'avoir une certaine dignité. Et dernièrement, c'est l'aspect long-term care. Donc, c'est une problématique de soins dépendance, problématique EHPAD. Par exemple, en France, on a une très grosse probabilité d'avoir besoin de ce type d'assistance plus tard. C'est très cher aux États-Unis. C'est à peu près entre 11 et 14 000 $ par mois de budget qu'il faut s'attendre à débourser. On est plus proche dans les 2 à 5 000 $ par mois, on va dire, en France. Mais il y a des manières de se protéger, des instruments qui existent et qui seraient également portables en cas de retour en France. Donc, c'est également quelque chose à revoir potentiellement. Les derniers points, c'est au niveau du décès. Et donc, je vais le couper en 2 parties. C'est vraiment l'aspect juridique. Donc, déjà, en tant que famille, d'avoir ces documents testamentaires en place sont importants. À l'intérieur, on y voit ce qu'on appelle le will, le living will, le power of attorney, le trust et le guardianship. Donc là, on en voit 4. Je rajouterai l'aspect guardianship. Donc, le will, c'est le testament. Le trust, ça nous permettrait de garder un contrôle sur notre argent au-delà de notre décès. Il existe 2 types de trusts, on va le voir dans la partie successorale, à la fois les trusts révocables et les trusts irrévocables, avec des avantages et des inconvénients, on va en discuter. Le power of attorney, ce sont les procurations, à la fois médicales et financières, en cas d'incapacité. Et là, dans cette liste, on voit également le living will, ce sont les dernières volontés, si on était dans un état végétatif, qu'il y ait une solution que vous auriez prédéfinie en amont. Et le dernier qu'on ne voit pas à l'écran, c'est ce qu'on appelle guardianship. Si nous avons des enfants mineurs,
s'il arrivait quoi que ce soit aux parents, très probablement, les enfants se retrouveraient pendant au moins 1 an à la DAS, ici aux États-Unis, avant que le juge puisse statuer du sort des enfants. Imaginez la difficulté pour le juge dans une gestion internationale pour le meilleur futur de l'enfant, de pouvoir gérer ça de manière très rapide. C'est extrêmement compliqué, alors que quand on a des documents testamentaires en place, on a généralement des gardiens temporaires de 2 semaines, puis après des gardiens permanents qui seraient par exemple en France pour récupérer les enfants. Avoir ces documents testamentaires, on le stresse notamment, d'autant plus que nous avons des enfants mineurs ici aux États-Unis. L'avant-dernier point, c'est ce qu'on appelle les buy-sell agreements. Si vous avez une entreprise, vous êtes partenaire d'une entreprise, une des raisons numéro 1 qu'une compagnie fail ici aux États-Unis, c'est le fait de ne pas avoir des rachats de parts qui soient écrits en cas de divorce, invalidité, décès ou autre, et également que ce soit ce qu'on appelle fundé de manière optimale. Que vous ayez par exemple de l'assurance décès, l'assurance invalidité, de mettre de l'argent de côté de manière optimale pour, s'il y a un de ces problèmes, que la compagnie puisse continuer à exister. Et enfin, c'est la partie life insurance, c'est l'assurance décès. Alors, c'est l'assurance soit décès, soit l'assurance dite à l'assurance vie, dite à la française, mais il existe un certain nombre de types d'assurance vie ici aux États-Unis. Généralement, on peut être soit pas protégé, protégé, sous-protégé ou pas protégé de manière optimale. Pour la partie assurance vie, ça peut être lié au type, mais également en termes de montant pour pouvoir protéger notre famille en cas d'essai, de pouvoir garder le style de vie. Le concept qu'on appelle de Human Life Value va intervenir, c'est-à-dire quel serait pour raison le bon montant d'assurance décès à avoir pour que ma famille puisse continuer à avoir le style de vie. On pourrait assumer par exemple que quelqu'un dans sa vingtaine pourrait par exemple avoir 30 fois son salaire pour pouvoir, en cas de décès, soutenir le style de vie des enfants et de l'époux-l'épouse survivante. Voilà au niveau de la gestion des risques. L'idée, c'est de pouvoir être poussé le plus rapidement dans le vert pour faire en sorte que chaque dollar qu'on mettrait de côté serait un vrai dollar que personne ne puisse prendre et ainsi de pouvoir construire son patrimoine sur ses 2 oreilles. Donc, il est important de revoir cela et de prendre connaissance déjà et après d'être confortable avec le risque que nous prenons sur chacun de ces aspects. On va passer maintenant à la stratégie financière. Donc, le point numéro 3 pour aujourd'hui, c'est de savoir déjà dans quel type de stratégie nous sommes, j'ai envie de dire, éduqués, modelés. Et vous voyez ici, c'est ce que j'appellerais la stratégie à la française. En termes de stratégie patrimoniale, généralement, la manière dans laquelle on pense, c'est, quand on est en phase d'accumulation, d'avoir la capacité de pouvoir épargner et cette épargne de pouvoir la mettre au travail. Parce qu'évidemment, si on épargne à la banque à l'heure actuelle, on a 2 gros soucis. Le premier, c'est évidemment l'inflation. Et deuxièmement, c'est que quand on met de l'argent à la banque, qui gagne de l'argent sur notre dos? C'est évidemment la banque. Donc, avoir un peu d'argent de côté, ce qu'on appelle ce matelas de sécurité, c'est 6 à 12 mois de dépenses de côté. Très bien, être confortable de ne pas générer beaucoup de rendement là-dessus. Mais au-delà de cela, notre argent doit travailler pour nous et notre famille. Mais généralement, la manière dans laquelle on va penser, qui est la meilleure stratégie à mettre en place en France, c'est de pouvoir accumuler un certain nombre de patrimoine dans la phase d'accumulation, de pouvoir se diversifier dans l'immobilier, dans le financier, dans des comptes de retraite, d'avoir du cash à la banque, investir dans des business, etc., de se diversifier, d'accumuler un certain patrimoine. Et le jour où on part à la retraite, à cause notamment du risque de longévité, on a la chance maintenant de pouvoir potentiellement vivre une très longue vie à la retraite, de vivre des revenus du patrimoine. Imaginons qu'on ait accumulé du patrimoine immobilier. On va se dire, voilà, on a accumulé du patrimoine immobilier, on a repayé le prêt immobilier, on a maintenant des rentes qui vont tomber, on va peut-être faire face à l'inflation en augmentant les loyers chaque année et on va générer des revenus pour le reste de notre vie. Le jour où on décédera, ce qui restera passera aux enfants. En amont, du côté français, on peut faire du démembrement, etc., pour réduire l'impact fiscal, mais ce qui restera passera à la génération future. Il faut savoir que cette manière de penser et d'agir, c'est la meilleure stratégie à mettre en place en France. La problématique de cette stratégie, c'est que si le but du jeu, c'est de garder le style de vie, malheureusement, cette stratégie est vouée à l'échec. Elle est vaine. Je peux croiser les doigts autant que je veux pour mes parents qui sont encore en France, qui sont maintenant retraités, qui sont exactement dans la stratégie que je vous ai évoquée. Si le but du jeu, c'est de garder leur style de vie pour le reste de notre vie, ça va être extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, quand on partira à la retraite, on va mettre en place une stratégie qui va devoir, qu'on le veuille ou non, faire face à une vingtaine de risques qui va mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a 4 risques majeurs. Premièrement, c'est la longévité, on en a parlé. Alors, c'est très bien d'avoir une très longue vie, on touche du bois et qu'on soit le plus longtemps en bonne santé, mais plus on va être en vie et plus ça va être un coefficient multiplicateur de tous les autres risques.
Parce que ça veut dire qu'on va continuer pendant une très longue période de temps à de pouvoir générer du revenu, faire face à l'inflation. Je pense que cette année, je n'ai pas besoin de m'expliquer beaucoup. Quand on fait face à une inflation, on le sent. Quand on va au restaurant, par exemple, on sent que les prix ont beaucoup augmenté. Il faut que notre patrimoine puisse suivre pour pouvoir faire face à cette inflation. Troisièmement, c'est la taxation. Il faut savoir qu'on est dans un bas historique ici aux États-Unis au niveau de l'imposition sur le revenu. Au fédéral, nous sommes à 37% au taux marginal supérieur. Nous étions à 39,6% il y a encore quelques années, il y a 3-4 ans. Nous étions à 70% dans les années 70, on était à 93% dans les années 30-40. Nous sommes historiquement bas. Avec la dette galopante, notamment du gouvernement américain, on peut s'attendre à terme à une augmentation des impôts. Et si c'est le cas, évidemment, notre net qui nous resterait serait impacté négativement. Et enfin, c'est la volatilité, c'est le risque de notre stratégie. Déjà, il faut bien comprendre qu'est-ce que l'ordre des rendements. Un crash du marché financier à l'âge de 92 ans a beaucoup moins d'impact d'un crash du marché financier à l'âge de 62 ans. Les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans, c'est la zone la plus dangereuse de toute la planification financière. S'il arrivait quoi que ce soit dans cette zone-là, tout ce qu'on a pu mettre en place dans la phase d'accumulation, on a pu être les meilleurs pendant 30 ans. S'il y avait un crash dans cette zone-là, potentiellement, on pourrait être affecté négativement pour le reste de notre vie. Donc, la première chose à classer, c'est comment déjà, dès maintenant, peu importe l'âge que nous avons, puis-je déjà réduire le risque de l'impact des rendements. Et nous allons en discuter bien plus tard dans ce webinaire. Et deuxièmement, c'est le risque en lui-même. Il s'agit de générer un certain revenu de notre patrimoine. Sur la partie mobilière, des actifs financiers, à la fois en compte d'investissement, en compte de retraite, généralement, il y a cette compagnie de recherche en investissement qui s'appelle Morningstar, qui a fait cette recherche, qui s'est dit il ne faudrait pas générer plus de 2,81% de revenus de notre patrimoine mobilier et de le prendre, ce montant-là, ce qu'on appelle le withdrawal rate, à la retraite pour avoir un certain pourcentage de succès qui serait de 99%. Ça voudrait dire que si on ne prenait que 2,81% de ces actifs financiers chaque année en termes de revenus, on aurait 99% de chances de succès. C'est-à-dire que pour chaque million de dollars que nous avons, nous ne prendrions que 28 000 $ de revenus potentiellement taxables. Et ainsi, il faudrait mettre des millions et des millions de dollars de côté pour avoir exactement le style de vie souhaité, et cela pour le reste de notre vie. Ça met effectivement énormément de pression en phase d'accumulation pour accumuler un montant d'argent nécessaire pour garder et maintenir un style de vie aisé, approprié, avec un très gros pourcentage de succès. Si j'assume 5%, qui n'est pas énorme en soi, 5%, la probabilité de succès descend à 70%. Et si demain, je vous dis que vous avez un vol pour Paris et que vous n'avez que 70% de chances d'arriver à destination, est-ce que vous prenez le vol? C'est exactement cela, la problématique de la planification financière. Est-ce que je vais prendre plus de risques en phase d'accumulation et potentiellement avoir à ce titre assez d'argent pour pouvoir avoir un style de vie adapté, plutôt sécurisé pour le reste de ma vie, ou bien je n'ai pas pu avoir mis assez d'argent en phase d'accumulation et je vais essayer de prendre plus de risques à la retraite et potentiellement me retrouver en situation de difficulté. Et cela, ce n'est que les 5 risques premiers, la longévité, l'inflation, la taxation, l'ordre des rendements et le risque. Il existe encore 15 risques supplémentaires, tels que l'augmentation des coûts de la santé et ainsi de suite. C'est une vraie problématique si nous restons dans cette stratégie à la française. Nous allons voir un petit peu plus tard que nous avons une vraie opportunité notamment, c'est d'être résident fiscal américain aujourd'hui. On a une vraie opportunité d'être ici aujourd'hui, peu importe où on sera à l'avenir, pour changer la donne. Et je vous invite à nous suivre encore durant ce webinaire parce que nous allons répondre à cette question. On va maintenant passer à la planification fiscale et parler de rémunération, n'est-ce pas Jean-Philippe? Exactement, tout à fait, parce que pour pouvoir mettre en place une stratégie financière et donc créer un patrimoine, développer un patrimoine, il faut gagner de l'argent et chaque type de rémunération va avoir une fiscalité qui va lui être propre. Et donc, idéalement, il faut arriver à faire un mix de l'ensemble de ces types de rémunération. Beaucoup d'entre vous sont salariés, vous touchez votre salaire, votre employeur retient des impôts et puis à la fin de l'année, vous avez soit un refund, soit vous payez un peu plus, dépendant de votre niveau de salaire. Mais vous pouvez aussi avoir droit à des distributions de profit. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement des dividendes que vous allez percevoir, qui dans bon nombre de cas vont se retrouver taxés à des taux qui vont être plus faibles que des revenus ordinaires type dividendes ou intérêts. Vous allez aussi pouvoir faire des placements financiers. Donc, vous achetez des titres et puis vous allez gagner, si vous faites des capital gains, qui eux aussi seront imposés à des taux plus avantageux puisque le taux maximum au niveau fédéral pour les capital gains
sera de 23,8. Il est de 20% impôt plus une surtaxe de 3,8% qui va dépendre de vos revenus, incluant le montant de la plus-value réalisée. Et puis pour certains qui sont plus entrepreneurs, on va pouvoir se retrouver dans des cas où vous aurez droit à un abattement sur la plus-value que vous allez réaliser sur les parts de votre société, du moment qu'elle répond à certains critères, tant dans sa structure que dans le total de son bilan et de son chiffre d'affaires et la nature de ses activités. Et à ce moment-là, vous n'auriez pas d'impôt à payer sur la plus-value que vous auriez réalisée. Donc, idéalement, on fait un mix de tout ça pour arriver à une imposition qui sera la plus avantageuse pour vous. Voilà. Évidemment, on ne va pas, par exemple, se rémunérer, enfin, on peut, mais uniquement par dividende d'une seule société, parce que si jamais la société coule, et bien à ce moment-là, on risque de perdre beaucoup. Donc, voilà, on fait un mix un peu de tout. Je suis très bref là-dessus, je ne rentre pas dans les détails, parce qu'en fait, on pourrait faire un cours magistral d'une semaine sur chaque point. Donc, évidemment, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas par la suite à nous écrire ou nous appeler, parce que les situations de chacun seront toutes différentes. Très bien, absolument. En plus de cela, c'est que nous avons la possibilité de pouvoir réduire notamment l'impact fiscal par 2 stratégies patrimoniales, notamment d'accumulation, mais également quand on va arriver à la retraite, on va pouvoir mettre en place ces 2 stratégies qu'on appelle de bucketing et de flooring, qui vont avoir un impact fiscal massif, que vous restiez aux États-Unis, que vous repartez en France, mais également dans la construction de vos revenus à la retraite. Ça va être la combinaison, on va le voir ensemble, d'une stratégie de bucketing, de flooring et également ce qu'on appelle de probability-based. En anglais, une stratégie qu'on appelle de probability-based, c'est tout simplement une stratégie qu'on appelle à la française. Ça va être la combinaison de ces 3 stratégies qui vont nous permettre dans la situation la plus optimale possible. Donc, en quelques mots, qu'est-ce qu'une stratégie de flooring et qu'est-ce qu'une stratégie de bucketing? Alors, la stratégie de flooring à la retraite, c'est simplement la compréhension que dans notre vie, nous avons 2 types de dépenses. Nous avons les dépenses dites basiques, sur lesquelles on a un besoin, se nourrir, se loger, se vêtir. C'est un montant qui est assez personnel, qui, si nous avons ce montant de revenus chaque mois, on serait confortable, on se sentirait bien dans notre peau pour vraiment voir les choses venir. Pour certaines personnes, c'est $2 000 par mois, pour d'autres, c'est 5, pour d'autres, c'est 10, 20. C'est très personnel. Et si ce montant de revenus rentre chaque mois, on se sent confortable. Le reste des revenus pourrait être utilisé pour ce qu'on appellerait le playcheck ou le fun money. Voyager, les enfants, les petits-enfants, etc. Donc, si on pouvait faire en sorte que nous avons des revenus garantis pour le reste de notre vie, pour les dépenses de base, nous allons déjà être confortables pour le reste de notre vie. Nous n'aurions pas énormément de pression pour être confortable déjà pour le reste de notre vie pour nos dépenses de base. Le reste de nos liquidités vont être utilisées dans une stratégie dite de bucketing. Et une stratégie de bucketing, c'est de comprendre qu'en fait, au lieu de penser à la retraite, disons que d'une seule phase, généralement, on pense à la retraite et on se dit, on a une phase d'accumulation, et puis après, un jour, on aura la retraite. Et on pense à la retraite que d'une seule phase. Et bien, en fait, à la retraite, normalement, si les choses se passent bien, je touche du bois, mais on va passer par 3 phases. La première phase, c'est ce que j'appellerais les go-go years. Nous avons la mobilité, la motricité, nous avons accumulé de l'argent, on est enfin à la retraite, quelle que soit la définition en fait, de la retraite. On peut complètement s'arrêter ou être toujours un petit peu consultant ou autre, mais que notre patrimoine puisse prendre le relais pour pouvoir lever le pied. Et ainsi, c'est dans les premières années de la retraite où on va avoir potentiellement la plus d'opportunités de pouvoir dépenser de l'argent. Voyager, les enfants, les petits-enfants, se faire plaisir, faire des choses nouvelles, etc. Ou vraiment passer du temps pour nos passions qu'on aurait potentiellement laissées de côté pour notre carrière notamment. Donc, dans ces go-go years, on va espérer qu'elles durent le plus longtemps possible et ce sera très lié à notre santé. Et bien, petit à petit, malheureusement, on va passer par une deuxième phase qu'on appelle les slow go years. On va un petit peu réduire le rythme par la mobilité, la motricité. On va se replonger dans les livres, dans Netflix et ainsi potentiellement dépenser un petit peu moins d'argent. Et enfin, malheureusement, on va passer par la dernière phase de notre vie qui s'appelle les no-go years. Les pépins de santé vont se développer, on va commencer à être alité. Et ainsi, les dépenses, notamment liées à la santé, à l'assistanat que l'on va devoir avoir, vont augmenter de manière exponentielle. Et donc, en termes de revenus à la retraite, c'est en fait une courbe du sourire.
on va dépenser plus d'argent au départ, puis un petit peu moins d'argent à un moment donné, et puis de nouveau plus d'argent dans les dernières années. Et donc, si nous pouvons dédier certaines classes d'actifs à certaines phases de notre vie, on va être beaucoup plus granulaire et ainsi de pouvoir, on va le voir ensemble, pouvoir générer plus de revenus en prenant moins de risques, en payant moins d'impôts et en assurance à succession. On va voir qu'en ayant une stratégie où on a un montant d'argent dédié, pendant un nombre d'années dédiées, on va pouvoir non pas juste vivre des revenus, mais également de pouvoir être beaucoup plus proactif et vivre à la fois du revenu et du capital d'une partie dédiée à une période. On va voir ça ensemble, mais la combinaison à la fois de flowing bucketing et de priority based va nous permettre d'être dans une meilleure position, et on va voir ensemble que ce n'est pas une problématique que l'on retourne en France ou ailleurs. Le seul moment qui est le plus important, c'est que vous ayez un lien aujourd'hui avec les États-Unis. Que vous repartiez dans 2 mois, dans 2 ans ou dans 3 ans, va nous permettre de tirer avantage de cela. Parlons maintenant de contrats d'assurance vie. Et commençons peut-être par les contrats d'assurance vie français, dans un premier temps, puis également américains en termes de fiscalité. Exactement, parce qu'effectivement, beaucoup d'entre vous arrivent avec des contrats d'assurance vie français aux États-Unis, parce que c'est un actif classique de préparation de la retraite, c'est une stratégie patrimoniale classique en France. Eh bien, sachez que ces contrats d'assurance vie français ne vont pas être traités comme tels côté américain. Pourquoi? La logique de l'IRS, c'est de dire, eh bien, vos contrats d'assurance vie n'ont pas de notion d'assurance, ce sont des placements financiers, donc nous allons vous taxer côté américain sur la prise de valeur de vos contrats. Et comment ça se passe? On a 2 options principalement. Je vous simplifie grandement les choses, mais l'idée est là. On a 2 options. Soit l'option, la règle de base, veut que en fait, vous déclarez tous les ans votre contrat d'assurance vie sur votre tax return et puis sur vos FBAR. Ça, on est dans la compliance. Vous n'êtes pas imposé d'année en année sur la prise de valeur de votre contrat. Mais attention, le jour où vous aurez un événement fiscal, un événement taxable, à ce moment-là, vous retirez, comment ça se traduit dans la vie de tous les jours, c'est retirer du cash que vous allez récupérer. Et bien à ce moment-là, l'IRS vous dit, attendez, vous allez revenir en arrière depuis votre arrivée aux États-Unis par rapport à ce contrat, calculer les variations de valeur de votre contrat, calculer donc, des impôts qui étaient dus à l'époque, mais au taux maximum de l'époque. Donc, comme l'a dit Alexandre, on a des taux qui ont été variables sur les années. Aujourd'hui, nous sommes à 37%. Donc, quoi qu'il en soit, si on revient sur le passé, ce sera 37%, plus les intérêts de retard. D'accord? Donc, à la fin, si vous gardez votre contrat sur 2 ans, ce n'est pas très grave, l'impact sera minime. Mais si vous avez un événement taxable au bout de 20 ans, alors que vous êtes encore résident fiscal américain, eh bien là, l'effet de cette fiscalité peut être très dommageable pour vous et anéantir complètement la rentabilité de votre contrat côté français. Donc ça, c'est le premier point. Mais il y a une option qui est possible d'appliquer, qui est de dire à l'IRS, finalement, moi, je vais me faire imposer tous les ans sur la prise de valeur de mon contrat. Donc, calcul qui est très simple. Là, on prend valeur du contrat 31 décembre, N moins valeur du contrat 31 décembre N-1. Ça nous donne un montant qui va être imposé, mais à ce moment-là, à votre taux ordinaire, qui peut être, dans certains cas, le taux maximum de 37%, mais bien souvent, ce sera moins. Donc, comme vous le voyez, c'est assez punitif, mais il ne faut pas croire qu'il ne faut pas déclarer vos contrats. D'accord? Parce que beaucoup me disent, ouais, mais ok, alors si c'est ça, moi, je ne déclare rien, et puis on verra plus tard qu'ils viennent me chercher. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont venir vous chercher. Parce qu'il y a en fait une obligation d'échange d'informations financières entre les banques, les compagnies d'assurance et l'IRS, du moment qu'évidemment, côté français, ils savent que vous êtes résident fiscal américain. Et donc, l'IRS sait que vous avez ces comptes-là. Vous avez ces assurances-vie-là. Parce que pourquoi je parle de comptes? Parce qu'en plus des assurances-vie, il va falloir déclarer l'ensemble de vos comptes, de vos actifs financiers étrangers. Puis on va revenir dessus aussi sur les parts de société, on y viendra tout à l'heure. Ne croyez pas que vous n'allez pas vous faire attraper. Parce qu'une fois que la banque a envoyé l'information, l'IRS le sait, et c'est comme si vous étiez sur l'autoroute, vous êtes fait flasher par un radar, et là, vous attendez que le PV tombe. Sauf que le PV avec l'IRS, quand un compte ou un actif n'est pas déclaré, sur les FBAR, qui sont des formulaires particuliers, à ce moment-là, la pénalité est de $10 000 par compte non déclaré.
Donc, ça comprend bien évidemment les assurances vie. Donc, le PV est assez lourd et ça peut aller au-delà des 10 000 $. Ça peut monter jusqu'à 50% de la valeur de l'actif qui n'a pas été déclaré. Donc, attention et ne croyez pas que vous n'allez pas vous faire prendre si vous ne déclarez pas. Donc, les assurances vie françaises, pour clôturer, sont fiscalisées aux États-Unis. Vous devez les déclarer. Le choix du type d'option va dépendre aussi de votre volonté de rester ou non sur du long terme aux États-Unis, de votre type de visa, donc de votre situation vis-à-vis de l'immigration américaine. All right. Great. Il existe également des contrats d'assurance vie américains. Et quand on parle d'assurance vie aux États-Unis, il y a deux types. Il y a probablement ce qu'on appelle le Term Life Insurance. C'est de l'assurance décès pure à la française. On achète un contrat pendant une durée définie, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. S'il y a décès dans cette période-là, un montant de capital passe au bénéficiaire, qui peut être l'époux, l'épouse, les enfants. Il y a des avantages fiscaux, en effet, puisque c'est income tax free quand ça va passer à la génération future. Et on va parler également de succession dans quelques instants. Les montants sont assez élevés ici aux États-Unis et qui permettent de passer du capital sans imposition ici aux US. Nous avons également un deuxième type de contrat qu'on appelle les Permanent Life Insurance. Ce sont des assurances vie et décès permanentes, c'est-à-dire qu'un jour on décédera et un jour un montant supérieur à votre épargne passera à la génération future et ou à votre époux et épouse. Donc il y a une assurance décès qui cette fois-ci va durer pour le reste de notre vie, mais qui va avoir également une composante d'épargne. Et cette épargne va fluctuer selon le type de contrat que l'on va avoir. Dans le contrat numéro A, on appelle ça Universal Life Insurance, qui va être lié au taux d'intérêt. On utilise notamment ce type de contrat-là dans ce qu'on appelle les Secondary Guarantees Universal Life, qui nous permettrait d'avoir un montant de décès le plus élevé possible pour un minimum de prime d'assurance. Cela est généralement utilisé pour une clientèle dite aisée, généralement pour des patrimoines supérieurs à 24 millions de $, et qu'on utiliserait pour pouvoir réduire potentiellement les frais de succession plus tard. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle les Variable Life Insurance. L'augmentation des contrats en interne serait liée au marché financier. La grosse difficulté que je vois avec ce type d'instrument, c'est l'utilisation du cas généralement à terme. Généralement, ce type d'instrument est très peu utilisé, en tout cas dans notre practice, non pas parce que ce ne sont pas des instruments de qualité, c'est juste que c'est très difficile, dans une perspective d'une planification financière globale et internationale, d'utiliser cet argent de manière optimale. Et enfin, on utilise des instruments qu'on appelle de Cash Value Life Insurance, qui sont, eux, garantis d'augmenter, non corrélés au marché financier et immobilier, et qui peuvent potentiellement jouer un rôle assez attractif dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale optimale, notamment qui pourrait fonctionner même en cas de retour en France et que l'on va pouvoir discuter dans un deuxième temps. Donc, on va voir qu'à la fois détenir du Term Insurance et également du Permanent Life Insurance peut avoir un impact notable dans notre stratégie patrimoniale, que l'on reste ou que l'on reparte. Et maintenant, si tu le souhaites, Jean-Philippe, on va s'attarder un petit peu plus à l'investissement immobilier. Tout à fait. L'investissement immobilier est aussi largement pratiqué par les Français, dans la communauté française en général. On va avoir, lorsqu'on est aux États-Unis, deux types d'investissement immobilier, pas même trois. On va investir soit aux États-Unis, soit en France. Donc ça en fait deux. Et le troisième, la résidence principale. On va acheter son appartement ou sa maison. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça va être traité fiscalement? Je vais peut-être commencer par là parce que c'est le plus simple. Il faut savoir qu'aux États-Unis, lorsque vous achetez votre résidence principale, donc vous y habitez, vous avez droit par personne du couple, si vous êtes marié, donc si vous êtes célibataire, c'est une seule fois ce montant, à 250 000 $ d'abattement sur la plus-value réalisée, du moment que vous avez habité dans le bien pendant les deux ans sur 5 années qui précèdent la vente. Donc, ce ne sont pas forcément deux ans en consécutif, ça peut être par tranche de plusieurs mois, mais il faut que vous ayez habité 2 ans dans le bien sur les 5 années qui précèdent la vente pour bénéficier de l'abattement de 250 000 $ et qui passe à 500 000 si vous êtes marié et filé jointly. Donc maintenant, vous avez votre résidence principale, vous avez des surplus de cash et vous voulez investir aux États-Unis. Vous allez acheter un bien que vous allez mettre en location. Il faut savoir qu'il y a plusieurs structures juridiques pour investir. Donc, il y a plusieurs façons de procéder. Soit on va acheter en direct et à ce moment-là, on est taxé sur les loyers encaissés, moins toutes les charges afférentes, moins les intérêts d'emprunt, moins un amortissement qui va se faire sur 27 ans et demi. Donc là, on n'a aucune protection juridique.
Si on achète via une structure que beaucoup de monde connaissent, c'est la LLC, à ce moment-là, on va avoir une protection juridique, c'est-à-dire que si vous avez un locataire qui se tue et que pour raison X ou Y, eh bien c'est lié au logement, à ce moment-là, on ne pourra taper que sur le patrimoine de la LLC, on ne va pas aller chercher votre patrimoine personnel, qui va au-delà de la LLC. Si vous n'avez pas de LLC, eh bien à ce moment-là, on peut taper sur l'ensemble de votre patrimoine personnel. Donc la LLC va apporter une protection juridique, mais au niveau fiscal, eh bien, elle est transparente fiscalement. Donc en gros, c'est comme une SCI en France. D'accord? Vous allez recevoir votre quote-part du résultat, qu'il soit positif ou négatif, et ce sera réintégré à votre déclaration de revenus personnels. Et après, la dernière option, c'est la C-Corp, mais là, elle est très anecdotique. Donc, c'est une société qui correspond à tout ce qui va être en France, SA, SARL, SAS. C'est une société qui va payer ses impôts et vous, lorsque vous allez retirer de l'argent, être imposé sur des dividendes ou un salaire si jamais vous êtes salarié de la structure. Donc, celle-là, elle n'est pas forcément optimale dans le cadre d'investissement immobilier, quoique on peut avoir des cas exceptionnels. Une fois que vous avez vos revenus fonciers, donc qui vous sont attribués, soit par les LLC, soit par une détention en direct, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes imposé à votre taux ordinaire, mais souvent, dû à l'amortissement, donc ça c'est si vous avez un résultat positif, mais souvent, dû à l'amortissement, vous allez passer en négatif d'un point de vue fiscal. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce négatif, si vous gagnez moins de 100 000 $, eh bien vous allez en tout, donc en comptant vos salaires, vos autres types de revenus, vous allez pouvoir le déduire de vos revenus ordinaires. Si vous gagnez entre 100 et 150 000 $, pour chaque dollar au-dessus des 100 000, vous perdez droit à déduction de 50 centimes de perte. OK? Et on a une annulation de la déduction au-delà de 150 000. Donc, au-delà de 150 000, vous ne pouvez plus déduire vos pertes immobilières, mais vous les conservez. C'est-à-dire qu'elles sont reportées d'année en année, et le jour où vous allez vendre, elles seront imputées sur la plus-value, ou sinon, elles vont pouvoir s'imputer sur d'autres revenus fonciers que vous auriez, d'accord, pour les compenser, et à ce moment-là, annuler toute éventuelle imposition. Alors, il y a aussi une récupération. L'amortissement, ce n'est pas totalement un cadeau de la part de l'IRS. Parce que l'amortissement qui est pratiqué va être récupéré au moment de la vente et imposé à un taux fixe qui va être de 25%. Voilà pour ce qui est de l'investissement côté américain. Donc, idéalement, on va créer une structure juridique pour se protéger, mais on va garder la transparence fiscale. Maintenant, si vous réalisez des investissements immobiliers côté français, ou peut-être que vous avez déjà des investissements immobiliers côté français, eh bien, la France aura toujours la priorité d'imposition. C'est le cas dans la majorité des pays de l'OCDE. Donc, vous êtes imposé en France en tant que non-résident, vous déclarez vos revenus fonciers, vous payez des impôts qui vont varier entre 20 et 30%, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Côté américain, ça c'est pour une détention en direct, on va venir déclarer ses revenus fonciers, mais selon les modalités fiscales américaines, donc loyer, moins charges, moins intérêt d'emprunt, moins un amortissement qui sera pratiqué. Si on a un résultat positif, on va demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts américains qui ont été payés pour ne pas être imposé deux fois. Alors ça va être vrai au niveau fédéral, mais dans la majorité des États, le crédit d'impôt étranger n'est pas reconnu. Donc là, on peut se retrouver réellement dans un cas de double imposition. Si maintenant le bien est détenu via une SCI, ce qui là aussi est un grand classique. Les choses sont un peu différentes. Pourquoi? Parce qu'on va, en plus de devoir déclarer les revenus fonciers, on va devoir répondre à un petit lot de compliance, c'est-à-dire qu'on va devoir, la SCI française est reconnue comme un partnership étranger aux États-Unis, donc on doit, avec sa déclaration de revenus, déposer une déclaration de partnership étranger et puis faire remonter les revenus issus de la SCI dans sa déclaration personnelle et on va demander toujours des jeux de crédit d'impôt. Souvent, pour le cadre des SCI, on se retrouve dans le cas de SCI familiale, c'est-à-dire que les parents ont donné la nue propriété aux enfants, ils ont gardé l'usufruit et l'enfant se retrouve avec une part qui va être minoritaire.
Parce que oui, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Sur l'obligation de retranscrire les états financiers dans la déclaration, c'est uniquement si on a 10% ou plus de la société, de la SCI. D'accord? Si on est en dessous, on n'a pas à le faire, mais on doit quand même remonter les revenus fonciers dans sa déclaration américaine. Là, souvent, on me dit, bon, bah, moi, de toute façon, ce n'est pas grave, j'ai 5% en propriété, et puis mes parents ont 95%, soit en usufruit, soit on le reste des actions. Et bien, à ce moment-là, il y a une notion qui rentre en compte, en ligne de compte, c'est la notion de constructive ownership. Qu'est-ce que le constructive ownership? Eh bien, c'est très simple. D'un point de vue compliance, l'IRS va considérer que vous détenez les parts de vos parents ou de vos enfants. D'accord? Donc, on ajoute ces parts pour calculer le seuil des 10% dont je parlais. Et à ce moment-là, on se retrouve à devoir retranscrire les états financiers de la SCI sur sa déclaration personnelle. Par contre, en termes de revenus issus de la SCI, là, on se cantonne vraiment à son droit, à sa quote-part. Si vous avez 5% en pleine propriété, eh bien, ce seront uniquement 5% des revenus de la SCI qui remontent dans votre déclaration. Il en va de même pour les autres types de sociétés. Si vous avez par exemple des parts d'une SAS, une SARL ou une SA en France, n'oubliez pas la notion de constructive ownership. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on rentre dans un autre volet. Mais en gros, si vous avez plus de 10% de la société, il va falloir retranscrire ces états financiers dans votre déclaration américaine, sous peine encore une fois de pénalité de 10 000 $. Et là rentre en jeu un autre aspect de la fiscalité qui a été mis en place par Trump, c'est la GILTI tax, qui vous taxe sur votre quote-part de vos résultats, comme si vous aviez perçu des dividendes. Attention, ça ne plaît pas à tout le monde, mais voilà, il faut bien avoir ça en tête, parce que de toute façon, on a toujours ces pénalités à 10 000 $ avec l'IRS. Retenez une chose, quand vous n'avez pas suivi la compliance, c'est quasiment toujours 10 000 de pénalité. Donc à la fin, si vous additionnez tout ça, ça peut coûter très cher. Mais faire les choses bien, je vous garantis, coûte beaucoup moins cher que les pénalités, donc autant les faire bien. Et finalement, pour terminer sur la France, on va avoir au niveau des plus-values aussi le même jeu de crédit d'impôt. Donc vous réalisez une plus-value en France, vous êtes imposé en priorité en France. Côté américain, vous déclarez cette plus-value et vous demandez un crédit d'impôt équivalent aux impôts français que vous aurez payés. Là où vous pouvez un peu parfois grincer les dents, c'est qu'en France, on a un abattement pour durée de détention, c'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, on ne paye plus d'impôts sur la plus-value lorsqu'on détient un bien immobilier. Côté américain, eh bien, ce droit-là n'existe pas. Donc, il se peut que vous n'ayez pas d'impôt à payer sur une plus-value réalisée en France. Eh bien, à ce moment-là, vous les paierez côté américain. Voilà. Et un dernier point en matière de crédit d'impôt. Si, par exemple, en France, vous êtes en positif au niveau de vos revenus fonciers, donc vous payez des impôts. Côté américain, vous êtes en négatif dû à de l'amortissement. On va quand même intégrer le crédit d'impôt à votre déclaration. Il ne sera pas utilisé par rapport relativement à ce bien-là, mais vous allez le garder. Et le jour où vous vendrez le bien, si vous vous retrouvez dans le cas de l'abattement pour durée de détention en France, donc vous n'avez pas d'impôt à payer, mais côté américain, vous en avez à payer, vous pourrez utiliser tous les crédits d'impôt que vous avez accumulés et non utilisés pour venir compenser les impôts américains que vous aurez à payer. Voilà. C'est un peu dense, un peu vaste, mais encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Très bien, parfait, Jean-Philippe. On va passer, si tu le veux, à la partie succession. Et on commence déjà par la fiscalité américaine des successions. Ça te va? Tout à fait. Donc là, on va être assez succinct parce que l'heure tourne. Donc, à chaque fois qu'on fait ce webinaire, c'est vrai que la partie succession est celle qui est le plus rapidement traitée. Mais là aussi, c'est un vaste sujet. Donc, je vais vous donner quelques clés. Si vous êtes résident fiscaux américain, je vais parler avant même de parler des deux points qui sont là. On va se retrouver souvent avec des enfants qui habitent aux États-Unis, donc vous, et puis vos parents sont en France, vont décéder, vous allez recevoir un héritage. Comment ça va se passer? Donc, les droits de succession sont à payer en France. Aux États-Unis, on vient déclarer, toujours une notion de compliance, le patrimoine qu'on a perçu, mais on n'aura aucun impôt à payer. Donc, on déclare aux États-Unis du moment qu'on reçoit un patrimoine supérieur à 100 000 $. Et on n'aura aucun impôt, rien à payer du moment que le patrimoine était en France et que les parents étaient résidents fiscaux français, non-US citizens. D'accord? Important de faire la compliance. Et puis, on va se retrouver imposé sur les revenus issus de ce patrimoine une fois qu'on en aura hérité. Maintenant, si vous êtes américain,
les choses sont un peu plus sympathiques parce que vous avez ce qui s'appelle la Lifetime Exemption, qui est de 12 millions de dollars. Donc, en gros, vous pouvez transmettre à vos héritiers jusqu'à 12 millions de dollars sans que personne ne paye d'impôt, enfin, de droit de succession. Voilà, évidemment, impôt, c'est sur les revenus. Donc, si le patrimoine dont héritent vos héritiers génère des revenus, là, ils seront imposés sur ces revenus-là. Et au moment de la transition, jusqu'à 12 millions, il n'y aura rien à faire. Enfin, il faudra déposer une déclaration, mais il n'y aura plutôt aucun droit à payer. Maintenant, si vous êtes non-résident, on a ce cas-là aussi. Souvent, quelqu'un est aux États-Unis, puis les parents achètent une maison dans laquelle les enfants vont venir habiter. Eh bien, il faut savoir que si les parents sont non-résidents, donc non-US citizen, non-green card, qu'ils habitent en France, à leur décès, vous n'aurez droit qu'à un abattement de 60 000 $. Et des impôts, enfin des droits plutôt, seront à payer sur tout ce qui va être au-delà de 60 000 $ et on monte très rapidement jusqu'à 40%. Donc, en termes successoral, il va y avoir des structures à mettre en place qui vont permettre de faciliter une transmission pour, évidemment, les résidents, mais aussi pour les non-résidents. Voilà, je vais m'arrêter là parce que là aussi, on pourrait faire un cours magistral sur chaque point. Donc, n'hésitez pas si vous êtes dans ces cas de figure. J'en ai très souvent et on peut, dans bien des cas, trouver des solutions, mais évidemment, il faut le faire avant le décès. Parce que si c'est après, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus toucher à rien. Idéalement, il faut le faire dès qu'on va commencer à investir. Très bien, très bon point Jean-Philippe. Deuxièmement, on a également des stratégies successorales à disposition, notamment les donations. On peut donner, par exemple, 16 000 $ par an à n'importe qui pour l'époux et également pour l'épouse. Donc, on pourrait donner aux enfants, on peut donner aux voisins, etc. On peut donner ce montant-là qui n'affecterait en rien de ce qu'on appelle le lifetime exemption. Et au-delà de ces montants-là, on pourrait donner des montants qui seraient jusqu'à un montant maximum sans imposition de cette exemption qui est près de 12 millions de $ à l'heure actuelle par personne. Si dans le couple, évidemment, si on a la carte verte, etc., minimum, et que nous sommes américains, on peut donner donc cela jusqu'à 24 millions à peu près, on peut donner au maximum durant notre vivant, mais cela affecterait négativement ce montant-là pour l'aspect successoral. Ce qui est assez intéressant en ce moment, c'est que nous avons historiquement des montants extrêmement élevés. On est à 12 millions de $ par personne. On s'attend à ce que cette exemption-là rebaisse automatiquement en 2026 à des taux qui étaient inférieurs à il y a quelques années, et donc de revenir plutôt sur à peu près des montants d'environ de 6 millions de $ par personne au niveau fédéral. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait potentiellement, pour les patrimoines élevés, commencer à faire de la donation maintenant jusqu'à 24 millions, et le jour où on repasserait sur des taux inférieurs, on aura profité de cette donation-là en amont de ces futurs montants qui seraient potentiellement inférieurs à aujourd'hui. Donc, il y a des stratégies fiscales et légales que l'on peut mettre en place dès maintenant, de pouvoir transférer une partie de son patrimoine et de profiter des avantages d'exemption très élevés en ce moment historiquement. Deuxièmement, c'est de mettre en place des stratégies légales telles que ce qu'on appelle des trusts. Alors, il existe deux types de trusts, des trusts dits révocables et d'autres dits irrévocables. Trust révocable, ce n'est pas vraiment pour réduire la fiscalité, c'est vraiment pour pouvoir garder un certain contrôle sur son argent, notamment lors du décès, ce qu'on appelle des testamentary trusts, où par exemple, on pourrait dire, au lieu de donner tout son argent lors du décès aux enfants, qui ne seraient peut-être pas en pleine capacité de leurs moyens à l'âge de 18 ans, mais peut-être de leur dire que oui, l'argent sera pour vous, vous serez les bénéficiaires de cet institut, de ce trust, et vous recevrez peut-être un tiers à 18, un tiers à 25 et peut-être un tiers à 30 ans pour pouvoir être en position de force lorsqu'ils auraient l'argent. Donc voilà à quoi servirait potentiellement le trust révocable. Trust irrévocable servirait simplement à pouvoir dès maintenant transférer la propriété de biens mobiliers dans une entité qui serait indépendante à notre patrimoine et qui, lorsque l'on décéderait, ce patrimoine-là ne ferait plus partie de notre patrimoine. Et généralement, les bénéficiaires de ce trust sont l'époux, l'épouse, la génération future et ainsi de suite, ou autre. Ça peut être charities ou autre, mais c'est une manière, attention avec cela, en cas de retour français en France ou une incidence française, des bénéficiaires ou des personnes qui seraient amenées
à décéder en France, il y a de grosses implications fiscales françaises à prendre en considération. Donc, il y a d'autres stratégies légales qu'on peut mettre en place, telles que ce qu'on appelle des family LLCs, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui de cette conférence, mais il existe des stratégies légales pour pouvoir réduire l'impact fiscal d'un point de vue successoral. Le fait de passer par les États-Unis, d'avoir cette incidence avec les États-Unis peut favoriser, évidemment, des donations, et le faire depuis les États-Unis est notamment beaucoup plus avantageux que si on rentre en France. Ça commence à être beaucoup plus compliqué et les exemptions sont beaucoup moindres. Le dernier point, c'est des instruments tels que la partie problématique de life insurance, puisque la partie de life insurance est income tax free lors du décès, que l'on reste aux États-Unis, que l'on rentre en France. Nous avons et gardons nombreux de ces avantages financiers, fiscaux et légaux, peu importe où on est dans le monde. C'est une vraie opportunité de passer par les États-Unis pour acquérir ce type d'instruments-là, parce qu'ils vont avoir un impact énorme sur la gestion patrimoniale, à la fois en phase d'accumulation, en phase de retraite et également et surtout en phase successorale, que l'on reste ou que l'on reparte. On va finir ce webinaire ensemble. Après que j'ai fini cette dernière partie, on pourra répondre à vos questions, mais nous allons aborder évidemment la solution de la stratégie patrimoniale. Nous avons une vraie opportunité d'être ici, on l'a mentionné. On l'a mentionné également que si on reste dans une idée de penser à la française, ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie, ou en tout cas d'optimiser ses finances de manière optimale pour que chaque dollar que l'on met de côté puisse jouer un rôle démultiplié, de pouvoir prendre moins de risques, de payer moins d'impôts et également d'assurer la succession. Donc l'opportunité, on en a discuté, c'est d'avoir un lien avec les États-Unis aujourd'hui. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de visibilité, de savoir où on sera à l'avenir, que ce soit dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans, qu'on reste aux États-Unis, qu'on reparte. L'avantage, c'est qu'on puisse tirer avantage de ces opportunités dès maintenant. Et l'objectif à terme, c'est de pouvoir générer donc plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Et on va voir ensemble aujourd'hui comment on va pouvoir le mettre en place. Donc, simplement, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie qui serait la plus adaptée possible. Et donc, je vais vous montrer ça de manière graphique, comment on va pouvoir mettre ça en place. Je vais d'abord peut-être faire un résumé des instruments et après, je vais vous faire le graphique qui expliquerait mon point un peu plus en détail. Donc, premièrement, revenons sur l'aspect de bucketing. L'objectif étant d'avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie. Nous avons 5 manières de pouvoir le faire. La sécurité sociale française, la sécurité sociale américaine, des complémentaires de retraite françaises, Agir, Carco, etc. Des defined benefit plans, si vous avez encore la chance d'avoir un employeur qui vous paye une pension pour le reste de votre vie. Dans les années 60, 60% des entreprises avaient ce type de plan. De nos jours, il n'y a plus que 13% des entreprises qui ont encore ce type de plan pour leurs employés. Si vous avez la chance de l'avoir, tant mieux, ça aura des revenus garantis pour le reste de votre vie qui seront là pour vous, qui ont été mis de côté par votre employeur. Et enfin, vous pouvez également mettre en place ce qu'on appelle des annuities. Ici aux États-Unis, il existe beaucoup de types d'annuities, certaines très attractives, d'autres moins, mais il existe certaines annuities qui sont ce qu'on appelle des income annuities ou des capital annuities with income riders, où l'objectif, ce sera de pouvoir avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie sur des niveaux assez intéressants. On peut par exemple avoir du 5, 6, 7, 8% de revenus garantis pour le reste de notre vie sur un capital accumulé. Par exemple, vous avez accumulé de l'argent dans un 401k, vous vous rapprochez de la retraite, vous partez de votre employeur, on peut transférer ça potentiellement vers un IRA, un Individual Retirement Account, pour garder les avantages et inconvénients fiscaux de ces programmes de retraite et y positionner ce type d'instrument-là pour vous générer des revenus garantis et améliorer cette problématique de flooring, d'avoir ces revenus garantis pour le reste de notre vie. Donc, si la source de ces 5 revenus fait que vous avez un revenu garanti pour le reste de votre vie et qui match ce dont vous avez besoin, vous avez déjà gagné cette première partie qu'on appelle de flooring, où vous n'aurez aucun souci pour le reste de votre vie. Vous aurez par exemple vos 10 000 $ par mois qui rentrent pour le reste de votre vie et vous n'aurez pas à vous soucier potentiellement d'autres problèmes. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de mettre en place cette stratégie de bucketing où on va pouvoir mettre en place un instrument qui sera là, par exemple, à partir de 80 ans. En tout cas, on va pouvoir compartimenter en 2 ou 3 phases la phase de retraite. Dans mon exemple ici, 2 phases. Une phase qui serait la phase, entre guillemets, fin de vie, 80 ans plus, on va dire, ou 85 ans plus. Ou si nous avons de manière sûre, garantie, de l'argent qui nous attend, qui a pu faire face à l'inflation, de manière défiscalisée, et en plus qui va assurer une assurance décès en plus pour la génération future, en cas de besoin, et bien comme 80 ans plus est taken care of,
Maintenant, nous allons avoir un montant d'argent défini pour un nombre d'années défini, entre 60 et 80 ans par exemple, sur lequel on va pouvoir être beaucoup plus proactif. C'est la stratégie de bucketing. Donc pour ce faire, je vais faire un schéma qui va expliquer le point que j'essaie de mettre en exergue avec ces 2 slides. Donc simplement, revenons sur la stratégie dite à la française. Une stratégie dite à la française, c'est l'accumulation de patrimoine durant son vivant. On arrive à un certain âge, je vais assumer un certain nombre de variables aléatoires, mais l'objectif, c'est de pouvoir expliquer mon point et je vais faire une comparaison apples to apples. On prend par exemple la retraite à 60 ans. Peu importe, ça peut être 55, 60, 65 ans. On prend la retraite. Et maintenant, dans une stratégie à la française, tout le patrimoine qu'on a accumulé, qui représente 100% du patrimoine ici, je vais prendre 1 million pour l'exemple, ça peut être 500 000, 1 million, 10 millions, 20 millions, peu importe, on a un montant de patrimoine qui est diversifié en immobilier, en financier, en 401k, de l'argent dans notre business, etc. On a accumulé un certain patrimoine qui vaut un certain montant et dans une stratégie à la française, nous allons vivre des revenus de ce patrimoine-là. Je vais assumer par exemple 5%, je peux assumer 7, 3, 2, je vais assumer 5 juste pour l'exemple et je vais assumer 20% d'impôt, ce qui fait que pour $1 million, ça nous fait 4% net, donc $40 000 de revenus. Et on va faire ça pour le reste de notre vie. On va essayer de faire face à l'inflation, d'essayer d'augmenter nos revenus pour le reste de notre vie. Voilà cette stratégie à la française. On a vu qu'à cause de ces 5 risques majeurs que sont la longévité, l'inflation, la taxation, l'ordre des rendements et le risque en lui-même, ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie. L'alternative, la voici. C'est de faire appel à cette stratégie de flooring et de bucketing. Commençons par la stratégie de bucketing. Utilisons notamment un actif que nous avons vu en place, que nous avons vu précédemment, qui est le Cash Value Life Insurance. Celui-ci a 3 caractéristiques. Il a une première caractéristique qui est un rendement qui est garanti d'augmenter. Et les attentes de rendement sont supérieures à l'inflation. Ce n'est pas un instrument sexy du moment, c'est un instrument qui existe depuis 1860. Les premières grandes familles, les Rockefeller à New York, ont utilisé ce type d'instrument-là, notamment dans les années 1870-1880. Ce n'est pas sexy. Le président Biden en a énormément. Walt Disney a créé Walt Disney avec, etc. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Les attentes, c'est des rendements supérieurs à l'inflation. En fin des années 80, c'était du 13% de rendement. L'année dernière, on était proche des 3 à 5%. Maintenant qu'on a une augmentation de l'inflation, on s'attend à ce type d'instrument qui augmente également avec l'inflation et c'est son objectif. L'avantage, c'est que tout grandit et peut être utilisé tax-free et également, nous avons la possibilité d'avoir des garanties. Il n'y a absolument aucune année négative, c'est non corrélé au marché financier immobilier, c'est garanti d'augmenter. Et donc, au lieu d'avoir $1 million ici, si nous n'avons que $800 000 et nous avons un autre actif ici de $200 000 qui a des caractéristiques complètement différentes des autres actifs, tels que ce Cash Value Life Insurance, on va pouvoir utiliser et orchestrer nos actifs de manière beaucoup plus optimale. Donc, la courbe de cet instrument-là, la première courbe ici, c'est l'épargne qui va grandir de manière exponentielle, 3 à 5% de rendement sur le long terme. Et la deuxième courbe ici, c'est le Death Benefit, l'assurance décès attachée à cet instrument qui va être égale à partir de 100 ans. À partir de 100 ans, ça va continuer à augmenter à 3 à 5%, mais il n'y a plus d'effet de levier. Si on décède avant 100 ans, il y aura plus d'argent qui sera donné à notre famille que notre épargne disponible durant notre vivant et qui facilitera la planification financière de la famille et de réduire l'impact fiscal pour la génération future, peu importe si on reste aux États-Unis ou qu'on rentre en France. Donc, encore une fois, les 3 caractéristiques majeures de cet instrument, il y en a une douzaine, mais je vais vous donner que les 3 majeures. C'est un rendement qui serait plus fort que l'inflation, qui est espéré sur le long terme, des avantages fiscaux, que l'on reste ou qu'on reparte, et des garanties à l'intérieur qui fait qu'il n'y a aucune année négative, c'est garanti d'augmenter. Donc, entre 60 ans et 80 ans, si stratégiquement parlant, nous ne touchons pas à cette épargne, sachant que cette épargne est complètement liquide, on peut utiliser cet argent à tout moment pour n'importe quelle raison. Notamment en phase d'accumulation, il est notamment intéressant peut-être d'utiliser ces liquidités-là pour tirer avantage d'opportunités stratégiques. Je n'en parle pas ici parce que l'idée, c'est vraiment de vous donner la vision que le jour où on partira à la retraite, si entre 15 et 30% de votre patrimoine est en épargne Cash Value Life Insurance, ça vous permettrait de pouvoir avoir une situation optimale dans votre stratégie patrimoniale. Donc, entre 60 et 80 ans, si on ne touche pas l'instrument, ça va augmenter doucement et sûrement à environ 550 000 $. Et en cas de décès, on serait proche des 750 000 $ à l'âge de 80 ans. Si on a la garantie d'avoir de l'argent plus tard, maintenant, c'est 800 000 $ ici.
on n'est pas obligé de les garder le plus sûr possible et juste vivre des intérêts. C'est comme si on avait un nuage avec un tout petit robinet dans une stratégie à la française où on vivrait des intérêts de notre stratégie patrimoniale. Là, maintenant, on a ce qu'on appelle en anglais de permission slip. Nous avons la permission de pouvoir dépenser non pas que les intérêts, mais le capital et les intérêts de notre patrimoine accumulé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aura dépensé cela, il nous restera 550 000 $ tax-free pour pouvoir utiliser pour le reste de notre vie et en cas de décès, à l'âge de 80 ans par exemple, 750 000 $ qui passent tax-free au lieu de potentiellement $1 million qui passerait avec des impôts. Donc, si on fait les maths, si je prends dans la stratégie numéro 1 sur 20 ans, 10 000 $, enfin 40 000 $ sur 20 ans, ça nous ferait 800 000 $ de revenus générés. Alors que si on utilise à la fois le capital et les intérêts, donc 40 000 $ dans la stratégie numéro 1, dans la stratégie numéro 2, donc le capital, donc 800 000 $ divisé par 20, ça veut dire 40 000 $ du capital qu'on prendrait chaque année. Et si j'assume 4 % de rendement sur 800 000 $ pour commencer, ça nous fait 4 % de 800 000, ça nous fait 32 000 $ d'intérêt, ce qui nous fait un revenu pour l'année 1 de 72 000 $. Sur 20 ans, ça nous fait 40 à 60 % de revenus supplémentaires que la stratégie numéro 1. Donc, la problématique de l'inflation est complètement annihilée. Deuxièmement, c'est la taxation. Dans la stratégie numéro 1, on aura payé 10 000 $ en impôts pour le reste de sa vie. Alors que dans la stratégie numéro 2, on commence qu'avec 8 000 $, parce qu'on n'a que 800 000 $ qui est taxable. Puis, après 10 ans, on n'a plus que la moitié, donc on n'a plus que 4 000. Et après 20 ans, on n'a plus d'impôts et on se retrouve avec un actif complètement défiscalisé. Donc, dans les 20 premières années, dans la stratégie numéro 1, on aura payé 200 000 $ d'impôts. Alors que dans la stratégie numéro 2, 20 fois 4 000, ça nous fait 80 000, ce qui fait qu'on aura réduit de 60 % l'impact fiscal. Peu importe où nous vivons, peu importe où les actifs sont situés, parce que tout simplement, on va réduire la partie du capital qui est potentiellement taxable. Et moins on a d'actifs taxables, moins on paye d'impôts. Et on se retrouve dans une position où on a moins en moins d'impôts. Après ces 20 ans, on continue à payer 10 000 $ d'impôts dans la stratégie numéro 1. On n'a plus jamais $1 à sortir de la stratégie numéro 2, puisqu'on a un actif complètement défiscalisé. La problématique de la taxation est ainsi petit à petit annihilée. Enfin, c'est l'ordre des rendements et le risque en lui-même. Comment est-ce qu'on va pouvoir le tacler? Déjà, dans cette stratégie la plus dangereuse, on se retrouve déjà avec beaucoup moins d'argent qui est à risque. Dans mon exemple, 20 % de mon patrimoine est déjà beaucoup plus sécurisé dans ma cash value life insurance que si j'étais par exemple sur les marchés financiers ou immobiliers. Et les premiers actifs que je vais tacler en premier ici, c'est mes actifs les plus risqués. Mes stock options, mes actions, mes obligations, et puis à terme, mon immobilier, pour me retrouver dans une situation complètement sécurisée. J'ai petit à petit réduit à la fois l'ordre des rendements et le risque en lui-même. J'ai pris beaucoup moins de risques, j'ai généré beaucoup plus de revenus, j'ai payé moins d'impôts, tout en assurant la succession. Et je vais finir par simplement parler de cette stratégie de flooring qui va coupler et finir cette stratégie-là. Au lieu d'avoir 800 000 $ ici, c'est d'avoir 600 000 $ et d'avoir cet autre actif ici à 200 000 $ qui est, par exemple, l'annuities, qui va nous générer, par exemple, pour quelqu'un de 65 ans, alors là, j'ai pris 60 ans, à 60 ans, on va dire qu'on va avoir du 5 % garanti pour le reste de notre vie. Donc, 5 % de 200 000 $, ça nous fait 10 000 $ par an pour le reste de notre vie. Si je rajoute à terme, à l'âge, par exemple, de 65 ans ou 67 ans, la sécurité sociale américaine et française, il faut rajouter, par exemple, 35 000 $ qui vont s'ajouter à ces revenus garantis. On pourrait, par exemple, avoir une stratégie avec 45 000 $ par an garantie pour le reste de notre vie. Et ainsi, c'est cette problématique de paycheck qui est assouvie. Et le reste de ces 600 000 $, c'est maintenant ce que l'on appellerait le playcheck. C'est le fun money qu'on va utiliser simplement pour aller voyager, pour les enfants, pour les petits-enfants. Et maintenant, nous avons la liberté de pouvoir dépenser de l'argent avec cette liberté d'esprit de le dépenser dans la phase la plus importante de la retraite. C'est les go-go years. C'est quand on commence à prendre sa retraite. C'est maintenant qu'il faut dépenser son argent. Ce n'est pas à 85 ou 90 ans. Et d'avoir la peur potentiellement de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir faire face à ces problématiques d'EHPAD, etc. C'est les premières années où on va pouvoir dépenser en voyageant, en regardant, en visitant les enfants, les petits-enfants et ainsi de suite. Et on peut largement se permettre de le faire parce que lorsqu'on aura tout dépensé, il nous restera 550 000 $ tax-free, au-delà toujours de ces 45 000 $ garanties qui vont rentrer pour tranquillement finir le jour pendant qu'on a l'effet de levier de l'assurance décès pour assurer l'argent pour la génération future. Plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques, assurer sa succession. C'est la combinaison d'une stratégie à la française de bucketing et de flooring qui va nous permettre de pouvoir y arriver. Et cela commence à se mettre en place
dès maintenant. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et le troisième moment, c'est plus tard. Je vous invite évidemment à tacler cette problématique le plus rapidement possible, que vous restiez aux États-Unis ou que vous repartez. Le dernier point avant qu'on conclue et qu'on passe aux questions, c'est qu'il s'agit d'être proactif dans notre stratégie patrimoniale et généralement également au niveau de vos investissements. Je suis le directeur des investissements à USA France Financials et voici les points que je mettrai en exergue et que nous regardons pour notre clientèle. C'est d'avoir l'allocation d'actifs qui soit la plus optimale possible, qui va prendre en considération notamment votre tolérance au risque et d'avoir une gestion qui soit adaptée à votre tolérance au risque et cette allocation va pouvoir driver un maximum le rendement généré sur le long terme. Deuxièmement, c'est de ne pas prendre de décisions émotionnelles et ainsi de pouvoir être au plus proche de ce que le marché va pouvoir nous donner. Troisièmement, c'est d'utiliser des instruments. On appelle des options, des capital analyses ou ce qu'on appelle des produits structurés. Ça nous permet de réduire le risque et de maximiser le rendement. Exemple, à l'heure actuelle, il existe des instruments qui, sur 1 an et demi, peuvent nous générer du 10,5% de rendement tant que le marché ne passe pas en dessous de 30%. Comme le marché est déjà dans un creux de marché, la probabilité qu'il repasse encore une fois en dessous de moins 30 entre maintenant et les 1 an et demi à venir est faible. Elle existe, le risque existe encore, mais pendant que c'est le cas, on pourrait générer du 10,5% de rendement. Il existe des choses qui sont intéressantes à regarder. Évidemment, parler à son conseiller financier est absolument fondamental pour s'assurer que tout soit intégré au niveau de la stratégie, mais également que ces instruments jouent un rôle clé au sein de la stratégie globale et adaptés à chaque situation. Le point numéro 2, c'est d'avoir une stratégie holistique. Ce que j'appellerais une stratégie à 2 vitesses, c'est d'avoir en permanence de l'argent sur le marché financier et immobilier, 401k, investissement, mais également l'immobilier, parce qu'en fait, il n'y a que 2 manières de créer la valeur patrimoniale exponentielle. Un, c'est ce que j'appelle ownership. On détient sa propre entreprise et on l'a vu aujourd'hui avec Jean-Philippe que détenir son entreprise aux États-Unis, il y a de nombreux avantages fiscaux. Et également, c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter la valeur patrimoniale avec des actions ou en direct, et enfin de manière immobilière. Et enfin, de trouver des stratégies donc qui sont efficaces d'un point de vue fiscal et international pour mettre en place une stratégie de flooring, de bucketing et de probability base qui soit le plus adapté possible à notre situation, nous, Français des États-Unis. Je m'arrête là. Et puis, Jean-Philippe, je pense qu'on va répondre à quelques questions avant que l'on puisse potentiellement répondre à d'autres par email, quand bien même il y en aurait d'autres. Parfait. Merci à vous deux. Donc, on a un petit peu débordé, désolé. Jean-Philippe a même décalé un rendez-vous pour pouvoir répondre aux questions. Donc, pour ceux qui sont là, posez vos questions maintenant. Et j'ai vu que Jean-Philippe et puis Alexandre, pour ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont répondu à beaucoup de vos questions par écrit. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans le Q&A pour voir la réponse à vos questions. J'ai vu que vous aviez gardé certaines questions pour qu'on puisse les poser en direct. Je pense notamment aux gens qui nous regardent sur Facebook qui n'auront pas forcément accès à ces questions par écrit. Donc, on avait une première question d'un auditeur anonyme et je pense que celle-là, elle plaira à beaucoup de gens parce que ça revient tout le temps, hein. Donc, faut-il déclarer tous nos comptes bancaires à l'IRS, quel que soit le montant, la localisation des comptes, que le compte soit peut-être aux États-Unis ou en France, même s'ils ne rapportent pas d'intérêt, comment les déclarer à l'IRS? Effectivement, c'est une très bonne question. C'est pour ça que j'ai voulu la garder pour y répondre devant tout le monde. Eh bien, non, on ne déclare pas tous ces comptes à l'IRS de manière automatique. Uniquement si la valeur cumulée, en fait, on a 2 choses, excusez-moi. On a le FBAR, qui est un formulaire qui part dans un département du Trésor, et puis un autre formulaire qui s'appelle le 8938, qui est sur votre déclaration, voire encore un autre formulaire qui s'appelle le 8621, donc tout dépend du type d'actif. Mais au niveau des seuils, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'au niveau des FBAR, on va déclarer l'ensemble de vos comptes, tout ce que vous avez, y compris les comptes sur lesquels vous avez signature, donc peut-être signature pour les comptes d'enfants, de parents, de sociétés, okay, du moment que leur valeur cumulée à n'importe quel moment de l'année va dépasser $10 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce n'est pas forcément évident à comprendre. Mettons, on va prendre 2 comptes. Vous avez un compte sur lequel il y a l'équivalent de $1 toute l'année
Et puis, au 31 mars, vous avez reçu un virement de 9 000 $ et le 1er avril, vous avez viré l'argent à quelqu'un d'autre. OK? On a un pic à un moment sur ce compte-là à 9 000 $. Le deuxième compte, on est à 1 $ toute l'année, mais au 30 novembre, vous avez reçu 2 000 $ et le lendemain, vous avez fait un virement et donc vous retombez à nouveau à 1 $. Là, on a un autre pic à 2 000. Donc vous, si vous regardez vos relevés bancaires, vous allez regarder le solde fin de mois. Enfin, fin de mois, là, on verra les transactions, mais si les transactions avaient été à d'autres dates, vous auriez vu 1 $ tout le temps. En fait, il faut prendre le solde journalier, le maximum que vous avez eu par jour sur le compte. Donc, on a 9 000 au 31 mars, 2 000 au 30 novembre, 9 000 plus 2 000, ça fait 11 000. Donc, on déclare les deux comptes. Et on va déclarer, en fait, par ce biais-là, l'ensemble de vos comptes, même s'ils ne vous rapportent rien. D'accord? Ça, c'est important. Un compte chèque, donc un compte courant, doit être déclaré. On va déclarer les PEL, les LDD, enfin, tout ce qui s'ensuit, les assurances vie. Tout doit être déclaré. Ça, c'est pour le FBAR. Pour le 8938, là, on a des seuils qui vont être différents, qui vont dépendre de votre statut. Est-ce que vous êtes marié ou non? Est-ce que vous habitez aux États-Unis ou non? Et on va reprendre en plus dans ce formulaire, en plus des comptes, les parts des sociétés pour lesquelles vous détenez moins de 10%, puisque rappelez-vous, au-delà de 10%, on va retranscrire les états financiers de la société dans votre déclaration personnelle. Et on ne parle que d'actifs étrangers, d'accord? Tout ce qui est aux États-Unis, on ne va pas le retranscrire. Parce que l'IRS a normalement déjà l'information. Parfait. Alors, on avait aussi une question d'Evelyne. Donc, pour ceux, voilà, vous nous revoyez un peu mieux à l'écran là. Pour ceux, vous avez vu le QR code d'Alexandre qui donne directement accès à son agenda. Si jamais vous voulez rescanner le QR code, vous n'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou dans le question-réponse et puis on le réaffichera à l'écran. J'ai aussi mis les contacts email d'Alexandre et de Jean-Philippe dans une réponse à une question et je mets tout de suite aussi dans le chat à tout le monde leurs adresses mail. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de leurs contacts, ils sont là. D'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas copier-coller dans Zoom, donc notez-les bien maintenant. Et puis, si jamais vous me contactez, je vous renvoie leurs contacts. De toute façon, je pense que vous avez tous mon email, parce que je vous envoie les invitations pour ces webinaires. Evelyne qui nous disait, est-ce que je peux retirer de l'argent de mon assurance vie française et le dépenser en France pour des vacances ou faire des améliorations dans la maison familiale? Dans ce cas, les impôts américains seront moins vus que, je pense que sont moins élevés. Tu m'aideras, Jean-Philippe, peut-être sur celle-là. C'est ça. En fait, je pense que ce que demande Evelyne, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait prendre en compte au niveau de l'impôt, du calcul du montant imposable, la variation de valeur sur le contrat. Et c'est un très bon point que la question qui est posée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, bon, déjà, dans ce message, il y a plusieurs choses. Si vous retirez de l'argent, vous allez être dépendant de l'option qui a été choisie. Si toutefois une option a été choisie, vous pouvez vous retrouver imposé, comme je disais, en revenant en arrière, ou sinon vous avez été imposé tous les ans. Mais attention, le fait que vous retiriez de l'argent, en lui-même, oui, diminue bien le solde, mais pour le calcul des impôts, l'année où vous avez retiré l'argent, on va quand même calculer la prise de valeur jusqu'au moment du retrait et aussi par la suite du retrait. C'est-à-dire que où vous avez retiré de l'argent jusqu'au moment du retrait par rapport au 31 décembre, on a une valeur qui a peut-être augmenté, ce n'est pas toujours le cas. Vous avez retiré de l'argent, ça diminue, ok? Et donc vous repartez d'un nouveau point de base pour cette année-là, et à la fin de l'année, on aura un autre montant. Et donc qui va venir, donc en gros, c'est comme si on avait eu 2 années dans une seule. Et on recalcule les prises de valeur post-retrait et après et pré-retrait plutôt. Voilà, et on additionne ça, et ce sera le montant qui sera imposable. Et cet argent peut être dépensé n'importe où, pas forcément en France, vous pouvez l'utiliser côté américain. Du moment que c'est déclaré, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui n'auront pas déclaré, qui n'auraient rien déclaré, rassurez-vous, il existe des procédures de régularisation auprès de l'IAS qui permettent soit d'annuler, soit de minimiser
les pénalités. Alors, pour ceux qui nous regardent, merci beaucoup Jean-Philippe. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, je vois aussi vos questions. On avait une question pour toi, Alexandre, de Jean qui demandait jusqu'à quel âge on peut souscrire une assurance vie américaine? Alors, c'est jusqu'à l'âge de 81 ans. Donc, le plus tôt, c'est à la naissance. Et le plus tard, c'est 81 ans. Voilà, il n'y a pas vraiment de date limite, hein. Notre clientèle la plus âgée est proche de cet âge-là. Et par exemple, moi, j'ai des contrats sur mes enfants également, puisque c'est également la manière dans laquelle on peut mettre de l'argent de côté pour eux. Et qui n'ait pas potentiellement d'incidence sur la demande de bourse, par exemple, pour l'université. Donc, ce type d'instrument-là peut être un très bon substitut également des 529 plans, qui, eux, sont vraiment pour mettre de l'argent de côté pour l'éducation des enfants, mais il faudrait s'assurer que les enfants aillent dans un établissement accrédité par le gouvernement américain, qui généralement, quand on a une situation internationale, n'est pas forcément sûr. Ils peuvent peut-être aller à McGill, Jean-Philippe, c'est potentiellement de quoi je parle, ou en France ou ailleurs, et donc ça nous permet de pouvoir mettre de l'argent de côté avec certains avantages, notamment fiscaux. Donc, le minimum, c'est presque zéro. Et le maximum, c'est 81 ans. Il n'est jamais trop tard. Évidemment, chaque situation mérite analyse. Ok, parfait. Donc, Alexandre a mis son QR code, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec lui directement ou dans son agenda. Donc, je crois que la première séance est offerte, hein, c'est ça? Absolument. N'hésitez Ok. surtout pas. Donc, je crois que tu proposes des séances de 30 ou de 45 minutes en fonction des situations, c'est ça? Absolument. Dans un premier temps, n'hésitez pas à nous joindre. C'est avec plaisir de faire un point. Et si on peut vous apporter une valeur ajoutée, ce sera avec plaisir de vous accompagner. Parfait. Euh, Franck nous demande, un résident fiscal français devient résident fiscal aux US s'il vend des anciens biens immobiliers exonérés d'impôts sur la plus-value en France. Quel sera le traitement fiscal aux USA de ces ventes françaises? Est-ce que la question est claire, Jean-Philippe? Oui, très clair. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, côté français, bon, vous déclarez la vente, vous n'avez apparemment pas d'impôt sur la plus-value à payer dû à l'abattement pour durée de détention. Par contre, côté américain, vous allez venir déclarer cette vente et vous allez payer des impôts aux États-Unis, tant au niveau fédéral qu'au niveau de l'État. Si vous avez, comme je l'expliquais, des crédits d'impôt accumulés qui n'ont pas été utilisés, des crédits d'impôt étrangers, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez peut-être les utiliser. Pourquoi je dis peut-être? Parce qu'aux États-Unis, il y a deux types de crédits d'impôt. Il y a les crédits d'impôt pour revenus passifs et les crédits d'impôt pour revenus actifs. Et évidemment, une vente immobilière est un revenu passif. Donc, si vous avez des crédits d'impôt pour revenus actifs, vous ne pourrez pas les utiliser pour annuler de l'impôt relatif à des revenus passifs. Voilà. Parfait. Concernant sur la question sur la nue propriété à l'AES, auditeur anonyme. Ok, voilà, je la lis. Bonjour, mes parents sont à la retraite et viennent de faire une donation partage d'appartement à mes frères et moi. Nous n'avons que la nue propriété. Mes parents détiennent encore l'usufruit. Dois-je déclarer la nue propriété à l'IRS? Alors, si au moment de la donation, la valeur de la nue propriété qui vous a été donnée est supérieure à 100 000 dollars, oui, il va falloir déclarer le don que vous avez reçu, mais il n'y aura pas d'impôt à payer. D'accord? C'est juste du déclaratif. Si vous ne le faites pas, encore une fois, vous connaissez la pénalité. J'en ai parlé plusieurs fois. Après, tout au long de la vie du bien, si le bien est détenu en direct et pas via une SCI, ben, vous n'avez rien à faire, sauf au moment où vous récupérez l'usufruit. S'il est détenu en SCI, eh bien là, on repart dans la déclaration, la reprise des états financiers de la SCI sur votre déclaration perso, si via le constructive ownership, vous détenez plus de 10%. Parfait. Tiens, on a une question qui revient aussi assez souvent. Je reçois une petite pension de France retraite. Question de Marie-André. Dois-je la déclarer aux USA? Ah ouais, c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, souvent on n'y pense pas, mais oui, cette pension doit être déclarée aux États-Unis. Elle n'y est pas imposable parce que la convention fiscale prévoit, entre la France et le fédéral, prévoit que les revenus de retraite sont imposables dans le pays source.
D'accord? Donc là, la retraite vient de France, elle est imposable en France. Côté américain, on la déclare, mais elle n'est pas imposable. La question de Gérard, je crois que c'est un peu une question très similaire à celle que tu viens de répondre, mais je peux quand même la reposer. Je pense que c'est un sujet qui revient assez souvent. Donc, Gérard nous dit qu'il a une green card, il est marié à un citoyen US. Il nous dit que son père français en France donc vient de décéder. Il était propriétaire d'un tiers de son bien immobilier, donc avec ses deux frères. Il nous demande ce qu'il doit faire vis-à-vis de l'IRS. Il est retraité français, il n'a jamais travaillé aux États-Unis, il nous précise. C'est bien très simple. Côté américain, il va falloir déclarer ce tiers que vous recevez du moment que sa valeur, si sa valeur dépasse 100 000 $, sous peine encore une fois de pénalité. Et puis après, tout dépendant de ce que vous allez faire du bien, est-ce que vous allez le mettre en location, est-ce que vous allez le vendre, les revenus qui vont en être issus devront aussi être déclarés. Mais au moment où l'année où vous percevez le bien, où il rentre dans votre patrimoine, il n'y a pas d'impôt à payer, c'est juste du déclaratif. Il y aura des impôts à payer si vous en tirez des revenus. Et c'est à faire avec votre déclaration. Donc là, si tout est survenu en 2022, vous le ferez avec votre déclaration à déposer pour le 15 avril 2023. Parfait. Je regardais, on a fait le tour des questions sur Zoom. On avait une dernière question sur Facebook de Marie pour Alexandre qui demandait pourquoi le Whole Life versus l'Universal Life. Alors, cela va Je dépendre. pense que c'est sur l'assurance vie. Oui, tout à fait. C'est sur les contrats Américaine. d'assurance vie permanents. Donc, par exemple, le Universal Life aura vraiment pour nous l'objectif de pouvoir acheter un maximum d'assurance décès avec le minimum de premium. C'est vraiment dans une perspective successorale qu'on va utiliser l'instrument. Il existe aussi ce qu'on appelle des index Universal Life qui sont liés à des index pour l'augmentation liée au marché financier. Mais généralement, la difficulté de l'instrument, on commence à être très technique, hein, mais c'est évidemment une des expertises que nous avons. Mais ce type d'instrument-là, le coût interne du coût d'assurance de l'assurance décès n'est pas linéaire. Il va augmenter avec l'âge de l'assuré et donc c'est extrêmement compliqué à utiliser ce type d'instrument, surtout en fin de vie. Donc dans la perspective de ce qui a été présenté avant, dans une perspective d'augmentation des revenus, réduire le risque, maximisation des revenus et l'aspect successoral, ce type d'instrument de type Universal n'est pas adapté. On va utiliser des instruments de type participating dividend whole life insurance de compagnie mutuelle d'assurance ou bien potentiellement du cash value life insurance. Donc, on va utiliser ces instruments-là dans un cadre précis. Voilà. Donc, voilà un petit peu la différence entre les deux et dans quel type de situation on va utiliser ce type d'instrument. Parfait. Bon, ben, merci à tous les deux. Je pense que on va vous libérer. On a bien, on a bien dépassé l'horaire qu'on s'était donné. Donc, je vais vous libérer. On va laisser tout. Romain, je me permets juste Jean-Philippe. parce que là, je vois un message qui est arrivé qui dit que les retraites françaises ne doivent pas être déclarées à l'IRS. Si, elles doivent être déclarées, je vous le confirme, elles ne sont pas imposables. C'est différent. Voilà. Très bon point. Merci. On va vous laisser vous préparer pour le premier match de foot de la France, pour ceux que ça intéresse. Et puis, moi, je vous dis à mardi prochain. Et on va parler immobilier sur New York et plus particulièrement le Queens. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par l'immobilier dans le Queens et sur Long Island, n'hésitez pas à vous connecter. Ce sera mardi prochain, même heure. Merci encore à tous les deux et puis à très vite sur frenchmorning.com. Au revoir. Merci à tous. Merci Romain. Bon Thanksgiving. Au revoir. Ciao.